C'est une actualité qui a fait les choux gras de la presse. 700, tenez-vous bien, 700 millions se sont évaporés au cours d'un convoi sur le trajet Yaoundé-Bertois. Le fourgon blindé qui transportait le magot, le blé, l'oseille, passez-nous l'expression, a été attaqué pendant une escale pipi dans un village à Koumo à 5 h du matin. C'était le 11 avril dernier. Comme premier suspect, un membre des forces de l'ordre ayant pour mission de sécuriser les fonds. S'il naît dans votre esprit la question selon laquelle tout le monde serait désormais devenu dangereux au Cameroun par 7 ans, vous êtes dans tous vos droits d'attendre une réponse de nos panélistes qui y mettront un accent tout particulier à l'analyse de cette question. Question pour question, du tintamarre au sein du RDPC s'ajoutent des sons de cloche disharmoniques. Cette dissonance sonore qui vient de l'Est et qui s'apparente à une sorte de front Anguine versus Joseph Lé, au sein de la délégation permanente régionale du comité central, est bien loin d'être la seule. Vous en avez aussi eu vent de cette information au sujet du secrétaire à la communication du parti, le professeur Jacques Dongo, et du directeur du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, Boukar Abdourahim, qui vont visiblement en rang dispersé au sujet d'une mobilisation de 100 000 jeunes en soutien à la candidature prochaine du président de la République pour la présidentielle d'octobre 2025 prochain. Le parti au flambeau va-t-il vers une désintégration de son système interne? Nous marquons là un arrêt pour laisser place au débat des esprits libres, grand moment de la télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à Accent 237. Ils nous ont rejoints sur ce plateau. Ils sont journalistes, ils sont leaders politiques. Parlant de journalistes, Michel Michaud-Moussala, vous êtes un vieux de la vieille. Je vous l'ai dit, vous êtes senior journaliste. Merci de nous avoir fait honneur en étant là ce soir dans le cadre de ce programme Accent 237. Xavier Long, je voudrais particulièrement vous dire bonsoir. Merci. Et merci de cette invitation qu'il m'a adressée. Et merci pour ma première invite sur votre plateau. Vous savez, j'ai la notion du respect du temps. Tout à fait. Et du respect de celui qui m'invite. Et nous sommes dans un domaine de la communication. Les impairs communicationnels peuvent se traduire sur plusieurs interprétations, comme si c'est le train qui n'était pas allé à temps. Et quand le train n'est pas allé à temps, il y a lieu de se questionner. Ça, le journaliste s'interroge. Parce que là, le train qui arrive à l'heure, ce n'est pas une information en journalisme. Mais le train qui n'arrive pas à l'heure, ça devient intéressant. Un peu comme un homme qui mord aussi le chien. Très bien. Merci. Merci. Xavier, vous comprenez. Je profite de votre plateau pour... Nous sommes quand même à 40 jours du carême passé. Oui. Je suis chrétien catholique. Je voudrais dire félicitations à tous les chrétiens catholiques du monde pour la pénitence de 40 jours et tout ce qui s'est passé pendant le carême. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le Christ ressuscité, nous voulions bien que dans l'approche politico-sociale, que nous réveillions avec ce Christ. Oui. veut dire le Christ de la vérité, le Christ qui n'a pas mâché ses mots pour libérer les captifs. Donc, au jour d'aujourd'hui, je considère votre émission opportunément comme étant un jour où nous devions tout dire et dire beaucoup de choses et dire beaucoup de vérité. Merci. Beaucoup de vérité surtout, parce que c'est l'une des choses qui nous retient sur ce plateau. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont à la maison et qui nous regardent en ce moment voudraient également être au parfum de cette vérité. Nous avons sur le plateau également un juriste, mais un leader politique. Maître Dieudonné Tédissé, vous êtes le président d'un parti politique, c'est le PDC. Alors, merci Président, merci d'être sur notre plateau ce soir. On sait que vous sortez de loin aux dernières nouvelles. Vous êtes parti de Yaoundé ce matin pour vos rendez-vous d'affaires et vous avez fait des pieds et des mains pour être avec nous ce soir et justement apporter votre contribution à l'édification de notre société camerounaise. En fait, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais profiter de l'antenne qui m'est offerte pour féliciter votre PDG. Monsieur Cyril Bojiko. Oui, parce qu'être capitaine d'industrie au Cameroun,
c'est très difficile. Mais je vais profiter aussi de cette occasion pour souhaiter bonne fête de Pâques à nos compatriotes. Oui. Nous, les musulmans, ont fêté. Parce que quand j'arrivais tout à l'heure, ils avaient barré la route avec la fête. C'est aussi ça, le vivre ensemble, Voilà. pourrait-on le dire. Donc, parce coup, qu'au même moment, on voit pendant les périodes des ramadans, les chrétiens également accompagnent leurs frères musulmans. Donc, du coup, je voudrais souhaiter bonne fête de Pâques aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, Oui. populations de Goma et de Gaza, qui vivent ces fêtes dans des moments particuliers que vous tous vous connaissez. Mais au-delà de ce point particulier, il y en a avec qui nous étions dans le véhicule qui n'ont pas pu célébrer en famille la Pâques parce que sur l'axe Loudoya-Yaoundé, après la ville de Boumniébel, un conteneur a bloqué la route pendant des heures. Et jusqu'à date, la circulation est vraiment en mode escargot. Je profite de cette occasion pour dire à ceux qui gèrent les travaux publics qu'aujourd'hui, en 2025, il y a deux systèmes de gestion des infrastructures, le PPP et le BOT. Ça veut dire quoi? Partenariat public-privé et Build, Operate and Transfer. Je veux construire la route. Je dis, OK, monsieur Moussala, je vous donne la route. Vous construisez 64 mètres de large, 8 voies, triple couche, voie prioritaire au milieu pour les routes nationales. 32 mètres de large pour les routes départementales, 4 voies. Pour les routes départementales, 16 mètres de large. Mais vous gérez la route, péage, paysage et toutes les infractions, y compris les grues et autres yachts disponibles pour dégager la voie en cas d'obstruction. Ça permettra que le Cameroun, que les caisses, les finances publiques se reposent un peu et que la pression baisse. Donc quand on ne peut plus gérer une affaire, on passe en BOT. Celui-là va construire à ses frais, gérer pendant 20 ans. Vous savez que si vous construisez et que c'est vous qui devez gérer pour recevoir les frais et payer des redevances à l'État tous les mois, vous n'allez pas vous amuser sur la qualité des travaux. Donc le ministre des Travaux publics se réveille parce qu'au-delà de ce point particulier, il y a la falaise de Tchang où on est à 367 mètres Tout à fait. pour 3 milliards de francs. Ce qui est une formule qui ne marche pas parce que vous avez la falaise de Tchang, vous avez la falaise de Ngaoundéré, vous avez la mini-falaise entre Ndop et Djakiri. Vous avez celle de Banja à Batié, vous avez celle de Bana à Bagante. Vous oubliez Bomono, comme Samba, parce que là-bas c'est encore... Sauf que sur ce point particulier, là-bas ça repart au système de BOT. Donc je parle de ces aspects parce qu'il ne sert à rien de répéter le même système qui a échoué. Il faut percer la montagne, enchaîner la montagne, faire passer le tunnel sans modifier la structure géologique de la montagne. Merci, Président. Alors, on comprend justement que vous êtes, on va le dire, préoccupé par cette situation parce que justement, en tant que leader qui aspire à la gouvernance du Cameroun, voilà, peut-être on aura l'occasion d'avoir une émission toute spécialisée où vous nous direz en quelque sorte ce que les Camerounais peuvent attendre, notamment dans les prochaines années, s'il advenait que vous deveniez président du Cameroun. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, Monsieur Dieudonné Tédissé. Et nous allons entrer de plein pied dans ce débat ce soir. Deux thématiques ont été choisies. D'abord, la première. Mesdames, Messieurs, vous le savez, une forte mobilisation a été annoncée pour le 10 mai prochain du côté de Maroua. Et justement, c'est une mobilisation qui a été, on va le dire, annoncée par voie de communiqué par le directeur du cabinet civil du président de l'Assemblée nationale et justement un communiqué qui n'est pas resté comme une lettre morte ou alors sans effet. À la suite de la communication de ces informations, il y a eu comme une sorte de tourbillon au sein du parti, à savoir le RDPC, et on est en droit de se poser la question de savoir s'il s'agit effectivement d'une sorte de guerre de leadership. On aura l'occasion d'examiner la question avec, évidemment, nos panélistes qui sont avec nous ce soir. D'abord, Monsieur Michel Michaud-Moussala, vous êtes, on l'a dit, senior journaliste. Vous avez couvert de grands événements dans ce pays et sous vous, vous avez vécu effectivement de grandes transformations et même sur le plan politique. On vient de parler de cette affaire. Effectivement, que se passe-t-il au sein du RDPC, notamment au sein de cette affaire qui oppose, pourrait-on le dire, le professeur Jacques Famdongo et le directeur du cabinet, effectivement, du PAN? Xavier, je pense que votre question est toute
bien placé parce que, comme journaliste, je peux donner mon appréciation. Tout à fait. Je ne suis pas militant du RDPC, Oui. ou membre du comité central, ou membre du bureau. Vous êtes politique. l'historien du présent. Je suis un historien et je pense tout simplement que c'est des batailles qui datent depuis Mathusalem, qui se recyclent en fonction du temps, qui se réchauffent en fonction du temps, selon que les intérêts des uns et des autres sont mis en cause. Il y a une stratégie politique au sein du RDPC que j'ai vu naître, parce que j'ai eu l'occasion de voir lors du congrès de Bamenda, l'UNC devenir RDPC. Le 24 mars 85. 85. Donc, il y a ce qu'on peut appeler une pollution du système politique au sein du RDPC. Et il y a les tenants du système politique au sein du parti et il y a des observateurs politiques. Il y a des gens qui pensent qu'à un moment donné de la vie politique au sein du RDPC, qu'ils ont une préscience et qu'ils ont la parole, c'est plus tard qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont rien et qu'ils n'étaient que ils faisaient que partie de ceux dont l'élément de broutille était méconnu des uns et des autres. Quand je parle de broutille, c'est parce que le mot se justifie. Il y a des gens qui se prennent pour des grenouilles au sein de ce parti et pourtant ceux qui en fait en tiennent les ficelles sont ceux qui ne te disent jamais. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez du secrétaire à la communication, Famine Ndongo, qui pourtant, c'est les météores du parti, qui se distinguent difficilement. Pourtant, c'est eux qui tiennent les ficelles de tout ce qui se passe souvent au sein du parti, au détriment du secrétaire général ou du président du comité central. J'en ai eu des occasions, des opportunités de vivre à ses côtés pour écouter un peu quand on l'appelle pour qu'il y ait une correspondance qui soit initiée dans le cadre d'un certain nombre de choses. Raoul, je vous dis, pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs, ce jeu n'est pas nouveau. Au sein du RDPC, c'est l'un des partis les plus dangereux sur le plan des irrégularités tactiques. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer simplement. Dans le RDPC, ne te lève pas le matin, tu crois que tu as l'idéologie juste en fonction des tests que tu pourrais bien implémenter ou les tests que tu voudrais bien lire en disant que l'article 26 recommande ceci. Non, oublie. On va vous rappeler qu'il y a un article avant l'article 26, c'est l'article 64, qui vous dit que de ce que vous avez pensé, ce n'est pas ça. Donc ce qui se passe entre le secrétaire à la communication et le secrétaire général de Kaba Yégué Djibril n'est qu'un jeu, un rituel normal. Pour les néophytes, il est difficile de le comprendre. Pour les plus naïfs, ils vont se dire, mais comment est-ce que les gens du même parti arrivent à se battre? Mais Raoul, je veux me rappeler de la dernière sortie suite à la réponse des évêques. Suite à la lettre des évêques, vous avez peut-être pas été attentif. Moi, j'ai été très attentif parce que c'est mon domaine, la lecture politique. J'ai écouté 3 intervenants. Le ministre de la Communication, le secrétaire général du comité central et le secrétaire à la communication. Si vous prenez les trois réponses adressées aux évêques, vous verrez que ce n'est pas la même réponse que vous aurez eue entre d'attendre que le président de la République se soit prononcé sur son éventuelle candidature. Oui. Ça a échappé à beaucoup de stratèges politiques qui se déclarent. Moi, j'ai pris la réponse de M. Sadi, comparée à celle du secrétaire général du comité central. C'était 2 antipodes. Mais c'était 2 choses qui allaient dans le même sens. Qu'on attend que le chef de l'État se soit défini si et seulement si il va
il va candidater à l'élection présidentielle de 25 octobre prochain. Le mois prochain. Les gens n'ont pas vu passer. Mais les gens se sont intéressés à des sorties de Cartésar qui se sont mis à tenir n'importe quel propos au sujet des évêques. Mais si vous preniez les 2 sorties du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et du secrétaire général de la présidence, qui, eux, dans leur réponse, ne confirment nullement la candidature du chef d'État, demandent aux gens d'être attentistes sur ce qui va pouvoir être de la réponse du chef de l'État. Et ce que les autres disaient, comme étant des assujettis du parti au pouvoir, c'était 2 antipodes. Donc, moi je pense qu'il faudrait faire très attention. Le RDPC, les gens prêchent le faux habituellement pour avoir le vrai. Dans ce parti, il faut pouvoir étudier. Quand vous échangez avec les turiféraires du parti, ce n'est pas des hommes conformes à la nature humaine. C'est des gens qui se transcendent, qui pensent que quand ils croisent un jeune, ils évaluent en fonction de l'âge. Quand ils croisent un leader de parti politique, ils évaluent en fonction de ses connaissances politiques. Ça, c'est un enseignement que je viens ici étaler sur votre télévision. Oui. Il faut faire très attention. Parce que nous, dans l'enseignement pédagogique de l'histoire du RDPC et de ses turiféraires ou de ses occupants, il faut faire très attention. C'est des gens tellement subtils en fonction, si vous êtes d'un parti politique, vous êtes président, si vous êtes d'un parti politique, vous êtes activiste, ils sauront comment vous prendre. Le langage ne serait pas le même. Ce serait un langage extrêmement délicat. Il faut avoir de la hauteur, de la subtilité, pour comprendre que ce monsieur, en réalité, de ce dont vous parliez, ce n'est pas en réalité ce qu'il veut. Il a d'autres choses, une autre lecture des réponses qu'il attend de vous. Donc, ce qui se passe entre le Nord, il y a des méthodes d'endormissement, monsieur Elong. Est-ce qu'on est en train de vivre ça? Peut-être que vous allez nous rappeler ça lors de votre prochaine prise de parole. Vous avez parlé d'une méthode d'endormissement. Vous allez nous expliquer clairement. Et justement, nous parlions d'un communiqué qui a fait les choux gras de la presse avec l'appui de la régie. Nous reviendrons sur l'intégralité de ce communiqué avant de donner la parole. Voilà donc appel des fils et filles, notamment de l'extrême nord. Bon, ça c'est un communiqué qui semble être plutôt contre, mais il y a eu un communiqué justement signé de Jacques Fam Ndongo, le secrétaire à la communication. Finalement, nous l'avons en visuel. Communiqué de presse, il nous a été donné de constater avec une vive préoccupation la circulation d'un communiqué annonçant l'organisation dans la région de l'extrême nord d'une activité dénommée Extrême Nord. 100 000 jeunes unis derrière le président Paul Biya en 2025. À l'initiative d'un certain El Hadj Boukar Abdouharim, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC tient à porter à la connaissance de l'opinion publique que cette initiative n'a en aucun cas été approuvée ni par les organes compétents du parti au niveau régional, ni par les hautes instances du comité central. Le RDPC rappelle avec la plus grande clarté que toute entreprise de mobilisation politique menée en son nom doit rigoureusement respecter les canaux institutionnels établis et faire l'objet d'une validation préalable par les cadres compétents du parti. En conséquence, il est formellement demandé à M. El Hadj Boukar Abdouharim de surseoir immédiatement à la dite initiative qui ne relève nullement de sa compétence et dont la poursuite contreviendrait aux principes fondamentaux du fonctionnement du parti. Le RDPC réaffirme son attachement à la discipline, à la hiérarchie et au respect scrupuleux des textes qui gouvernent son action. Aucune justement entorse à ces principes ne sera tolérée. Alors, Maître Dieudonné Tédissé, voilà un communiqué qui a été rendu public. C'est vrai qu'on reviendra sur l'authenticité ou pas parce qu'il a été contesté par le secrétaire à la communication, Jacques Fam Ndongo. Mais voilà, un appel à la mobilisation pour soutenir la candidature du chef de l'État en octobre prochain qui semble susciter et créer des vagues au sein de même parti. Quelle lecture faites-vous de cela?
En fait, vous savez, on est dans la surenchère médiatique. Et dans cette surenchère médiatique, il y a une politique qui a été appliquée jusqu'à présent, la stratégie de la terre brûlée. Vous avez un parti politique qui a existé par le mécanisme d'effacement des ambitions de ceux qui entourent le chef. Le chef qui a fabriqué tous les éléments de la reine. Oui. Et chacun fait ce qu'on appelle la danse des sioux pour contenter ou plaire au chef et être vu comme celui qui est le plus à même à défendre son idéal. Sauf que dans cette dynamique, cela crée un désordre au niveau de la capacité de la société camerounaise et des organisations politiques camerounaises à se régénérer. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui pensent que avant eux, l'organisation existait, pendant eux, ça existait, et après eux, c'est le chaos. Dans la dynamique du combat qui a été créé avec le DICAP, puisqu'il s'agit de lui, oui. Les montants y affluent par rapport à la mobilisation de 100 000 jeunes. 100 000 jeunes, on parlait notamment des frais de transport, c'est-à-dire 5 000 francs fois 100 000 jeunes, ça fait quand même... Frais d'entretien de l'autorité administrative, oui. Frais d'entretien des médias. Bref, il s'agit de la surenchère. Et pour aller beaucoup... On a justement ces montants qu'on peut avoir en image. Oui, ces montants sont affichés. On a 200 millions pour la confection des gadgets, la location de véhicules pour le transport des participants, sans oublier entre autres achat d'espaces publicitaires, radio et télévision qui montent pratiquement à 10 millions, sans oublier les appuis aux influenceurs digitaux, 20 millions de francs CFA, c'est quand même sacré pactole. Bon, ben, vous voyez, on est dans un messianisme apocalyptique. Et quand je parle de messianisme apocalyptique, c'est une technique qui consiste à être hors sujet sur les vraies préoccupations des populations d'une région. Nous aurions été contents que le DICAP et tous ses camarades du parti aient, au lieu d'être dans le hors sujet des mobilisations des jeunes pour venir danser, qu'ils puissent résoudre le problème de l'agriculture dans l'extrême nord, en faisant que les jeunes du Mayo Danaï, qui m'écoutent en direct ce soir, les jeunes du Mayo Kani, du Mayo Tchanaga, qui puissent capter le lac de Maga, le fleuve Blue Blue, le Logone, le lac Tchad, de façon à irriguer et faire qu'on cultive le blé, le riz, le haricot, 4 trimestres par an, et que la mobilisation ne serait pas seulement le folklore. Ce seraient des gens qui ont reçu quelque chose d'impactant dans leur vie. Mais malheureusement, on est dans une dynamique de hors-sujet. Des gens qui pensent que le meilleur moyen d'exister, c'est de chercher des influenceurs qui viennent présenter une réalité qui n'en est pas une. Si vous avez l'occasion de faire l'extrême nord, en saison de pluie pour aller à Makari, vous êtes obligé de passer par le Tchad. Quand vous prenez l'arrondissement de Ouaza pour aller jusqu'à Koussiri, Ouaza, Zigué, Zagué, Dabanga, El Beït, la route, je crois que le trou a la taille d'un demi-mètre. Donc, les populations de l'extrême nord, en particulier, et celles des autres régions du Cameroun, y compris de l'Est, ont d'autres préoccupations que des batailles de positionnement. Vous avez parlé du ministre d'État, Jafam Dongo, oui. Et qui s'offusque de ce qu'un de ses camarades de parti puisse mobiliser 100 000 personnes, mais que lui-même mobilise dans sa zone. Si dans sa zone de la ville, il est capable de mobiliser 100 000 personnes, alors ben vous avez un jeu de rapport de force, d'équilibre et la terreur. Chacun veut démontrer que dans la perspective, tout à l'heure, l'aîné M. Moussala expliquait qu'on vous pointe le doigt sur une direction, mais en réalité, on ne va pas par là-bas. On est dans la diversion pure et simple. Mais pour quel intérêt, cette diversion? L'intérêt, c'est de ramener les Camerounais sur des batailles de leadership pour éviter de faire l'évaluation de la situation réelle du pays. Parce que vous voyez, pour aller à une élection, il faut faire un bilan. Et en termes de bilan, je ne voudrais pas, il n'est pas l'habitude du PCPDC de parler des autres partis politiques. D'ailleurs, vous avez vu que je n'ai pas prononcé le nom de ce parti. Tout à fait. Donc du coup, on ne voudrait pas faire le bilan sur le pourquoi est-ce que les populations du Mayo Danaï, du Mayo Kani, voient le riz traverser la période de retransplantation dans les rizières. Parce qu'on n'a pas pu irriguer,
ou bien laborer à temps. L'année dernière, nous étions obligés d'intervenir relativement à ça. On voudrait ramener les Camerounais sur des sujets autres que ceux du repli identitaire qui est en train de se créer parce que les hommes politiques du Cameroun sont dans l'ensauvagement. On vous enlève du sujet préoccupant qui intéresse les Camerounais, on vous ramène sur des choses qui n'ont pas de sens. Vous avez, tout à l'heure quand j'arrivais, j'étais surpris que Douala aussi est en train de devenir Ebola Koun. Ebola Koun, c'est la poubelle, la ville poubelle. Donc, j'ai vu que partout, les poubelles s'amoncellent. Pourtant, ces poubelles sont, à notre sens, une source de création de richesses. Nous sommes aujourd'hui à vivre dans la poubelle, mais ils nous désorientent vers des querelles intestines qui n'ont pas de sens. Donc aujourd'hui, pour faire simple, il n'est pas de notre intérêt que les partis politiques soient dans l'instabilité. Il est de notre intérêt que les partis politiques soient structurés et qu'il n'y ait pas de dichotomie dans les instances dirigeantes. Parce que lorsqu'un parti politique est dans le désordre, la conséquence immédiate, c'est que vous avez des citoyens qui, mal formés, sont des criminels. Vous voyez, ce conflit a aussi une autre source. Cette source, c'est la théorie suivant laquelle il y aurait des départements qui seraient les bastions imprénables de certains partis politiques. Pourtant, à l'évidence, ces départements ne bénéficient de rien. Donc aujourd'hui, pour chuter sur cette question particulière, c'est de la distraction, c'est de la diversion, c'est la guerre de positionnement des gens qui sont à mal de notoriété. Voilà ce que je veux dire à cet effet. Alors justement, nous le disions, il y a eu une réponse pratiquement à la lecture, à la suite de ce communiqué qui venait d'être lu. On a vu sur le compte, notamment Facebook, du ministre d'État, c'est-à-dire porte-secrétaire, notamment à la communication du RDPC, il apportait un démenti sur la véracité de ce communiqué. Je crois qu'on peut également avoir, voilà justement, sur son compte Facebook, nous l'avons dit, il a publié. Alors Michel Michaud-Moussala, vous êtes senior journaliste. Alors quel est le commentaire justement, l'analyse et la lecture que vous pouvez faire en voyant un communiqué qui a été rendu public et par la suite un démenti qui est apporté par le secrétaire, notamment à la communication? Il faudrait faire très attention, Xavier, parce que nous sommes dans un contexte politique où toutes les intransigences négatives ou les intransigences positives peuvent concourir à endormir le système d'approche que les Camerounais veulent se donner pour cette élection et pour des élections futures. Et tout y est bien parti, hein. Tout est bien fait. Tout à l'heure, j'écoutais Dieudonné en parler des emphases qui concourent à ce que nous soyons extrêmement discrets. Alors, moi, je pense que dans mes approches, je serais en train de dire qu'il faudrait que ceux qui sont dans l'intelligence artificielle qui prend le dessus aujourd'hui sur un certain nombre de choses fassent très attention. Le Cameroun est dans une phase d'endormissement, et je l'ai dit tantôt. Il y a ceux qui vont concourir à ce qu'il y ait une espèce de distraction pour que nous n'ayons pas l'esprit éveillé sur ce qui peut être plus important pour la vie du citoyen, du Camerounais de demain. Et ça peut concourir. On nous endort avec plein de choses entre-temps. Les communiqués intervenant ces derniers jours, Xavier Long, ne sont que des communiqués participants dans la même logique. C'est-à-dire la logique on nous endort avec les affaires de la FECAFOOT, du volet, les instruments d'endormissement. Pour question que vous ne soyez pas du tout éveillé, pour que vous sachiez que votre chef de l'État a 92 ans et qu'il y a des problèmes, et s'il y a un programme politique qu'on ait mis en place, jusqu'ici, à moins de quelques mois de la convocation du corps électoral, notre président ne s'est pas encore déclaré comme étant candidat. Voilà des choses qui devraient nous préoccuper. Et les débats pour lesquels nous autres devions nous en présenter devraient être sur ça. Est-ce que la route de Mbangué, je me pose la question, la route du génie, je sais pas comment vous appelez cette route qui passe devant votre rédaction, qui va vers quoi? Et que
les infrastructures. Et c'est normal qu'on nous dise qu'il y a un excédent budgétaire de 19 milliards dans une communauté urbaine, pendant qu'une ville comme Douala n'a pas de route, des fontaines, des écoles, des assistances, une assistance sociale digne de ce nom, pour faire la pénétrante Est, la pénétrante Nord. On en est où? Je dis bien que vous en souleviez en termes de débat. Je suis là pour répondre. Je vous dis, il faudrait faire très attention, parce que nous sommes dans un banditisme intellectuel qui captive les esprits à nous distraire, à nous endormir. Il faut faire très attention avec en réalité ce qui se passe sur quelqu'un qui convoque 100 000 jeunes. Ce qu'il ne faudrait pas prendre avec le dos de la cuillère. Et un secrétaire général qui vous dit non, vous n'avez pas qualité, oui, ou vous n'aviez pas droit, parce que chez nous c'est la discipline. Qui est indiscipliné dans le parti mieux que le président de l'Assemblée? Si vous vouliez que nous nous posions bien des questions. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Non, Xavier. Est-ce qu'il y a des éléments factuels qui permettent justement d'affirmer? Il n'y a pas de glissement possible. Il faudrait que je donne cet éclairage à nos téléspectateurs. Oui. Si je suis directeur du cabinet de mon ministre, je n'ai pas la possibilité d'engager ou d'anticiper la bonne initiative sans que nous soyons sans concertation quelconque. Il a d'ailleurs validé, hein? Il a d'ailleurs validé, j'ai une note. Voilà. Donc, ce qui se joue, c'est des mécanismes d'effondrement politique. C'est ce que nous appelons des mécanismes d'effondrement politique, des attitudes politiques. Excusez-moi, il faut que quelqu'un sache qu'il est tenu quelque part, malgré ce qu'il croit être. Vous avez suivi le débat, après qu'on ait mis le ministère de la fonction publique, président de je ne sais pas de quoi dans le RDPC. Du comité central. Les voix se sont élevées, les ressortissants de l'Est. J'ai un ami qui est un frère, qui était ministre de la fonction publique, qui a dit qu'il ne pourrait pas concourir à travailler avec... Il s'agit du ministre Michel Anguine. Qui a refusé justement, parce que c'est un autre élément, un autre pan de la question que nous devions évoquer. Lorsque nous posions la question, Michel Moussala, à savoir si, à l'approche des élections, on vivait comme une sorte de désintégration, parce que ce son de cloches dissonant du côté de la région de l'extrême nord, on le retrouve également, ce son de cloches-là, à l'est, avec cette complicité manquée ou alors pratiquement effacée, disparue entre Joseph Lé et le magistrat, l'ex-ministre de la fonction publique, Michel Anguine. Xavier, c'est ce que je pourrais qualifier de métaphores politiques. Parce que c'est là où il faut bien se poser des questions. Si un parti a ce qu'on appelle la discipline du parti. Ça dépend de là où chacun de nous se trouve. C'est comme un tunnel. Quand vous dites que vous allez arriver au bout du tunnel, quand vous arrivez au bout du tunnel, ceux qui sont derrière ressentent que celui qui est devant est arrivé au bout du tunnel. C'est différent des attitudes et des approches politiques. De l'heure, l'Est n'est pas la panacée du ministre Anderson Lé. Et le jugement que ses pairs de l'Est en font en ce moment sont criards et sont des jugements. Si vous y entrez dans les profondeurs, on vous dirait que M. Anderson est essentiellement dangereux pour sa région. Si vous preniez un peu une espèce, ce qu'on appelle des sondages et des approches, il n'a pas l'assentiment des ressortissants de l'Est. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette confiance du chef de l'État? Si jamais il advenait que ces propos soient une vérité, c'est-à-dire cette dangerosité qu'il faudra encore prouver, alors qu'est-ce qui pourrait expliquer ce choix porté sur lui par le président de la République? Mais ça a été une habitude, ça a été toujours une posture du système politique de Biya. À quelle fin? Biya aime se voir et c'est dans ça que Biya trouve son compte. Là où les têtes se cognent. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Et depuis la nuit des temps, Biya l'a fait. Et ça, c'est bien. Ça a été positif. Parce que quand vous preniez le nord,
le nord-ouest, le sud-ouest. Prenez le nord-ouest par exemple. Vous voyez là où Biya allait épuisé dans la famille de Mouna. Il n'a pas pris les enfants de Mouna pour en faire. Il a pris l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui au secrétariat général de l'ONU. Parce qu'il y a des convergences d'approches qui se sont dites. Et c'est de là. Prenez au sud, prenez dans le centre. Biya ne prendra jamais. C'est sa logique politique. Le fait que celui, ça a reçu au chef de l'État, celui est reçu, et ceci ne peut pas être autrement. Quand il vient dans l'Ombam, il ne prend pas des ministres qui ont une certaine popularité. Il va me prendre Dieudonné dans son département, dans son origine, dans son département d'origine qui a des états de service politique. Il va aller prendre un soufiste dont il va illustrer. Et c'est celui-là que les gens viendront adouber. Ça a toujours été le système politique de Biya pour nous qui le connaissions. La nomination d'un frère, d'un cousin n'est pas épatante. C'est comme ça. Il cherche celui qui est le moins nanti, celui qui peut nuire, celui qui a les capacités de dire que c'est un intrus, d'être considéré comme un intrus. C'est lui que Biya affiche. Vous ne verrez jamais Biya prendre quelqu'un venant dans une système politique et illustrée. Regardez, les enfants d'Aïdjo sont quoi? Il prend la fille, il met dans une structure là comme PCA. Il prend le garçon, il met conseiller à la présidence. Et écoutez, on n'est pas naïf. C'est la réalité sociologique et politique que je vous étale là. Ça fait, vous nous avez appelé à une émission où il faut dire des choses. Je me sens dans l'obligation de faire un peu ce genre d'approche détaillée que beaucoup n'en savent pas. M. Biya, et c'est le fait que celui est reçu depuis des années, ne peut continuer que... Et il ne chutera qu'avec ça. M. Biya, il a combien d'années encore? Il est là où il est là. Nous autres, nous pensions que peut-être que ce système devait s'amoindrir. C'est l'excellent des boulangers que vous n'aurez jamais eu. Et toute sa boulangerie, toute son attitude de boulanger lui est reçue. Et cette posture que tout le monde sait, cogner les frères, opposer les frères, ça a toujours été ça. Et le fait que les choses ont avancé avec. Pourquoi voulez-vous que c'est M. Biya qui vienne en charge? Merci. Merci Michel Michaud-Moussala. Alors nous avons justement fait allusion à cette sortie des jeunes de l'extrême nord qui semblaient s'offusquer effectivement à la suite de cette annonce. Je crois que nous avons là 4 points qui ont été retenus avec l'appui notamment de la régie. Nous pourrons revenir sur ces 4 points et pourquoi pas sur la lettre elle-même où on entendra justement les jeunes s'offusquer de ce qu'il y a un certain nombre de choses. Par exemple, là voilà cette lettre en qualité d'acteur de la société civile et militant engagé pour le développement harmonieux et inclusif du Cameroun et de la région de l'extrême nord en particulier, nous tenons à exprimer avec tout le respect dû aux institutions notre profonde désapprobation et refus face à l'initiative de mobilisation annoncée dans un communiqué daté du 10 avril 2025 appelant 100 000 jeunes à se déplacer pour Maroua à l'effet de manifester leur soutien à la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous pensons 1. Le premier point, la jeunesse mérite mieux qu'une instrumentalisation politique. Les jeunes de l'extrême nord ne sont ni des instruments de mobilisation de masse, ni des bétails électoraux que l'on agite à l'approche des élections. Ils aspirent à une vie digne et à des formations de qualité, à des emplois décents, à des soins de santé accessibles à un environnement sécurisé. Au lieu de convoquer 100 000 jeunes pour scander les slogans politiques, pourquoi ne pas initier l'opération
10 000 projets, micro-projets pour les jeunes de l'extrême nord, ou alors opération 100 000 actes de naissance pour les enfants de l'extrême nord. Pourquoi ne pas lancer une opération 100 000 tables bancs pour soulager les écoliers qui, dans de nombreuses écoles publiques, prennent encore les cours assis à même le sol, à la belle étoile, sans protection contre le soleil ou la pluie? Pourquoi n'avoir pas payé les frais d'examen des élèves victimes d'inondations ou de Boko Haram? Deuxième moment, ou encore deuxième question, c'est une initiative politiquement déplacée dans un contexte de détresse sociale marqué par des promesses non tenues. La région de l'extrême nord est aujourd'hui l'une des plus éprouvées du pays. Elle fait face à de nombreux défis structurels. Une insécurité chronique dans plusieurs localités, un taux de chômage extrêmement élevé, une sous-scolarisation inquiétante dans les infrastructures scolaires et sanitaires défaillantes, un accès limité à l'eau potable, à l'électricité et des routes quasi inexistantes. Ajouter à tout ceci des promesses électorales non tenues. À titre d'exemple, les 3000 forages promis par le chef de l'État lors d'une de ses campagnes électorales. Dans ce contexte alarmant, on ne peut comprendre que l'urgence soit une mobilisation politique aux allures d'insultes et de mépris, alors que certains jeunes, évidemment, sont dans l'espoir, en quête d'opportunités incertaines pour être vigiles, mototaximènes, vendeurs à la sauvette. En troisième point, les jeunes disent notamment que ce type d'initiative n'aide pas le président de la République, Paul Biya, qu'elle prétend soutenir, instrumentaliser la misère de notre jeunesse pour les intérêts politiques à court terme ne grandit pas la cause que l'on prétend défaire. On va aller vite. En quatrième moment, appel à la conscience et à la responsabilité de la jeunesse. Nous lançons un appel à tous les jeunes de la région de l'extrême nord. Ne vous laissez pas instrumentaliser par cet appel à mobilisation inopportune. Reste chez vous le 10 mai. Refusez d'être des figurants d'un théâtre politique qui ne tient pas compte de vos réalités. Ne cédez pas à la manipulation. Engagez-vous là où cela compte vraiment pour le collectif. Le porte-parole, Amadou Bachirou. Réaction. En termes de réaction, je voudrais dire que le problème de santé qui est posé à l'extrême nord est un problème crucial. Ils ont demandé la santé et nous pensons que aujourd'hui, le gouvernement du Cameroun a mis sur pied une prétendue couverture santé universelle. Allez à l'hôpital, mais vous verrez que c'est de la farce. Donc, nous, au niveau du PCPDC, moi qui suis candidat indépendant, je pense que pour répondre à ce problème de santé de l'extrême nord en particulier, et des Camerounais en général, nous pourrons mettre sur pied un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Nous sommes 30 200 000 Camerounais environ. Fois 2000, ça fait 60 milliards 400 millions. Fois 12 mois, ça fait 724 milliards. On pourrait doter tous les hôpitaux districts de scanners, de radios et d'appareils d'échographie à 145 milliards de francs. Et comme certains Camerounais aiment boire le vin, on pourrait financer la construction des centres de recherche biomédicale dans chaque département en prélevant 20 francs par bouteille de bière, 10 francs par paquet de cigarettes, 100 francs par bouteille de whisky et 300 francs par abonnement Canal+. Parce que les maladies qu'il y a dans le maillot d'Anaï, il n'y a pas dans le Vouri. Ce qu'il y a dans le Vouri, il n'y a pas dans le Dialobon. Il n'y a pas en Bouddha. Cela permettra que le problème de santé soit résolu et que la restauration médicale soit au cœur du dispositif. Parce que ce que nous mangeons et buvons contribue à dégrader ou à améliorer notre santé. Tout à fait. Ils ont posé le problème des emplois. C'est un problème spécifique à l'extrême nord, c'est un problème général à tout le Cameroun. Nous disons que pour la question des emplois, il faut changer le curriculum de formation académique. On ne peut pas continuer à former les enfants en 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Il faut passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel pour former des créateurs de richesses et non pas des chercheurs d'emploi. Ce qui permettra que désormais, vous avez quelqu'un qui est formé au génie textile, au génie industriel, au génie naval. On me dira, bon, monsieur le président, pour l'instant, on a déjà changé le curriculum de formation à l'université. Mais sauf que l'école ne commence pas à l'université, il faut commencer depuis la maternelle. Et pour qu'on n'ait pas de difficultés en termes d'argent, parce que monsieur le DICAP a trouvé le moyen de donner beaucoup d'argent en l'air, nous pouvons mettre à disposition de ces jeunes qui se plaignent de la question des moyens de création d'emplois, une allocation à venir jeunesse de 100 000 francs par mois et par enfant de 10 ans à 29 ans. L'argent viendra d'où? Mais nous finançons ça par le prélèvement de 2 francs par minute d'appel et de connexion. Figurez-vous, monsieur Elon, nous faisons en moyenne 120 millions de minutes d'appel et de connexion par jour.
fois 4 francs, c'est 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, on est à 96 milliards par jour. Fois 30 jours, ça fait 2880 milliards. Vous verrez que les jeunes de 10 ans à 29 ans sont 9 500 000 environ. Soit 4 400 000 garçons, 4 800 000 filles et 300 000 qui meurent entre 10 à 29 ans. Avec 2880 milliards de francs collectés sur le téléphone, on leur donne 950 milliards de francs. Et on met désormais la recherche depuis l'école primaire avec les enseignants, qui sont 125 000. 100 000, ça fait 12 500 millions de francs. Ceux du secondaire sont 84 250 environ. 150 000, ça fait 9 milliards. Ceux du supérieur sont 2150. 250 000, ça fait 3 milliards. On a encore l'économie 1750 milliards de francs sur les 2 francs qu'on a prélevés par le ministère de la Connexion. Quand vous avez annoncé ça, les gens se sont dit, c'est le rêve. Pourtant, le ministère des Finances a commencé à vous prélever 4 francs par dépôt et retrait, majoré de 0,2%. Donc, pour les jeunes de l'extrême nord et du Cameroun en général, ils ont parlé des problèmes d'infrastructure. Nous leur disons que, chers compatriotes, il est nécessaire aujourd'hui de changer le modèle en termes de construction des routes. Le BOT, le partenariat public-privé. Vous en avez fait allusion? Oui, oui. Permettrait qu'on construise la route de Maroua pour Mora, de Mora pour Koussiri, de Douala pour Yaoundé, de façon à ce qu'on n'ait pas des autoroutes qui, pour 60 km, sont en train d'être construites en 13 ans. Ça fait que l'opérateur construit à ses frais dans le dimensionnement qui a été indiqué, gère le péage, le paysage et toutes les infractions de la route pour se faire payer et payer une redevance à l'État. Ils ont posé les questions d'électricité. Je voudrais profiter pour vous dire que le Cameroun a un potentiel incroyable. Nous pouvons déjà résoudre ce problème en rendant l'approvisionnement d'électricité par département de façon indépendante. Parce que interconnecter les départements constitue une menace importante pour la sécurité nationale. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on a les poteaux électriques qui se baladent dans l'air. Imaginez que le monde est devenu dangereux. Que nous fassions l'objet d'une attaque comme l'Ukraine a fait l'objet d'une attaque parce que les puissances étrangères ne voient pas d'un bon œil un Cameroun solide. Il faut produire l'électricité par département. On a le soleil, on a l'éolien, on a le géothermique, on a même la poubelle. Alors, je vous parle, nous avons des ingénieurs disponibles qu'on peut mettre à leur disposition pour qu'ils puissent payer sans jongler comme d'habitude. Donc, voilà des préoccupations. Vous avez créé par les emplois, on a l'agriculture. Vous avez aujourd'hui le Mao d'Anaï. Tous les ans, la protection civile vient donner les matelas, vient donner les scies. Pourtant, nous pouvons capter le lac de Maga, le fleuve Blou-Blou, le Logone, le lac Tchad, faire une digue, ramener dans les zones d'agriculture, produire en saison sèche, de façon à ce que quand les pluies viennent, ça trouve que le lac c'est déjà pratiquement asséché et le temps que la saison de pluie finisse, le lac remonte à son niveau réel sans traverser son lit. Gouverner, c'est anticiper. Il faut passer à autre chose. Une autre étape. Une nouvelle politique. Donc, au lieu d'être dans les politiques de construction par la promotion de l'incompétence pour pouvoir déstabiliser un X qui est très... Vous voyez que même les promotions qui ont été faites, les vrais gens qui tiennent ce parti dans le département n'ont pas été promus. On a pris des personnes qui, par décret, vous n'irez pas faire leur évaluation en termes de militantisme. Je voudrais profiter pour saluer le ministre Anguin, avec qui on a échangé il y a quelques jours, qui est un grand homme d'État, et qui s'est dit non, c'était un magistrat. Donc, du coup, il faut que nous puissions aller au-delà de ces points. Ils ont posé un problème relativement, non pas pour la justice, mais moi je leur dis, chers compatriotes, au lieu de quitter Makari pour aller à Koussiri, nous pourrons par exemple rendre notre justice indépendante, de façon à ce que désormais on reforme le Conseil supérieur de la magistrature, où ils sont désormais élus par les magistrats, et non pas que le président de la République soit en train de nommer. Et il y a un point pour le recrutement dans la fonction publique. Le DICAP qui est parti de mobiliser 100 000 jeunes pour l'extrême nord. On sait que quand il y a les concours là-bas, si vous n'êtes pas l'ami du DICAP, oubliez. Désormais, il faut publier ces résultats par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué. Cela permettrait qu'il y ait une justice. Voilà des points assez importants qui permettent à une société camerounaise de se lever et d'éviter des revendications partisanes. Vous voyez les problèmes qu'ils posent. Dans la Léquier, vous avez aujourd'hui les routes qui se souffrent. On parle du BOT, du PPP. Est-ce que vous savez qu'on peut draguer le Noun, le Mbam, la Sanaga, la Sanga, l'Union avec des engins amphibies de façon à faire le transport fluvial et éviter que les routes s'étouffent? Je passe le contrôle de l'INE. À leur époque, il y avait beaucoup d'aérodromes. Bien sûr. Le transport multimodal est une version importante qui pourrait éviter qu'on soit en train de se focaliser seulement sur les routes. Et dans le système de transport fluvial que vous faisiez avion tout à l'heure là,
vous comprenez que vous avez les possibilités de créer l'écotourisme en bordure. Les populations moyennes ont des problèmes pour les engrais. Le Cameroun produit en moyenne 1 300 000 tonnes de poubelles par an. Nous leur disons, chers compatriotes, nous allons vous acheter la poubelle à 10 000 francs la tonne pour transformer ça en compost. Pour que désormais vous n'importez plus l'Ukraine, que certaines sociétés ne veulent pas faire la publicité ici, ne vous contraignent plus à venir prendre les sacs d'engrais à 30 000, 36 000. Nous vous donnons le compost à 15 000. Ça fait des économies et ça fait la création des emplois. Voilà le Cameroun qui peut aider l'ensemble des Camerounais à se réjouir. Voilà un peu ce que peut dire Pouchiti. Merci Dieudonné Tédissé. Et vous parliez justement de Ange-Michel Anguine, qui est un grand homme. Et il y a une phrase justement dans sa lettre de refus qui nous a intéressés. Il dit, je cite, « Pour ne pas t'embarrasser, je te prie de me retirer de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Oignon. Cela t'évitera, à n'en point douter, d'oublier ton frère jumeau dans tes décisions souveraines. » Alors, avec ça, c'est clair justement que Ange-Michel Anguine ne veut pas accompagner Joseph Lé. Est-ce que, avec ces sons de cloche un peu dissonants, on peut dire que le RDPC va un peu mal à l'approche de ces élections? Ce sera forcément pour sortir de cette thématique. Xavier, je pense tout simplement qu'il faudrait qu'on ne comprenne pas ça avec en mettant de côté l'approche intellectuelle qui nous anime et à mettre le cœur. Il faut comprendre ça de manière naturelle. De manière naturelle. On voudrait même comprendre ça de manière rationnelle. Alors, de manière rationnelle, est-ce que... Il n'y a pas de rationalité. Il n'y a pas de rationalité. Il n'y en a pas. De manière rationnelle, en imaginant qu'on est dans un monde où c'est la raison qui prime, Michel Michaud-Moussala, est-ce que rationnellement, avec tout ce qu'on est en train de vivre, le parti... en tout cas, ces décisions ou encore ces jeux de ping-pong et ces luttes de leaders pourront avoir des conséquences? Vous sentiez, Xavier, qu'il y a un manque de concertation au sommet. Parce que dans tous les départements, dans tous les arrondissements, dans tout ce qui compose une société, il y a des hommes modèles. Et quand une société n'a plus de repères, ça peut tirer à ce que nous vivions. Parce qu'en réalité, s'il y avait eu des séances de concertation sur qui mettre, nous sommes 3 sur ce plateau, Monsieur Dieudonné. C'est l'occasion de rappeler justement que sur ce plateau était également attendu Monsieur Biri Raymond, qui est militant du RDPC et justement maire adjoint à Douala 4e, qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps nous a quand même affirmé qu'il devait être là. On peut s'imaginer qu'il y a eu peut-être un incident de dernière minute. Et puis, il faut être courageux pour défendre ce parti. Vous insinuez que Monsieur Raymond Biri a eu peur de venir? Mais en fait, vous savez, avec la permission de l'aîné, il lit bien, il lit très bien. On est dans une dynamique où on a pris l'habitude de détruire toute potentialité en termes de compétences pour maintenir la médiocrité. La preuve, observez les politiques qui se mènent. Vous avez en Kodengui, il y a Noubel, des gens qui sont très compétents, dont la compétence a menacé. Je voudrais profiter de vos antennes pour saluer M. Fondinam et lui dire que son expérience pour le chantier naval est nécessaire pour l'approche du dragage des fleuves dont je viens de parler. Et puisque je suis candidat indépendant, je recourrai à son expertise pour que nous puissions mettre ce projet sur pied. Il est important aujourd'hui de comprendre que ce parti a eu l'habitude de broyer les compétences. À un moment donné, le Moulinex a fini par se rayer. Et donc, du coup, il faut de l'huile. Et cette huile doit venir des gens qu'il peut contrôler. Le ministre Anguille est quelqu'un de très charismatique. Il a parlé du PAN tout à l'heure. Vous ne pouvez pas contrôler le PAN. Le PAN est têtu. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences, par exemple? Vous avez parlé d'Anguille, on reviendra à l'aîné tout à l'heure, le senior journaliste. Est-ce que ce refus ne pourra pas lui faire prendre des coups durs? Non, en fait, les coups durs sont déjà en train d'être encaissés. Parce que quand on coupe la lumière, M. Lo, on ne coupe pas la lumière seulement chez moi, on coupe aussi chez les militants du RDPC. Quand il y a la poubelle, on coupe aussi, il y a aussi la poubelle à côté de la maison des militants de ce parti. Quand la route est bloquée, tout le monde a les mêmes problèmes. Donc du coup, aujourd'hui, les militants de là-bas, du moins
pour ceux qui ont pris conscience, pour ceux qui n'ont pas des postes ou des promotions à protéger, ils ont pris conscience de ce que pendant un certain temps, ils ont été aveuglés par la magie BIA. Ce qui est évident, Xavier, c'est qu'il faut que nous comprenions qu'il faut assumer. Oui. Savoir assumer, c'est aussi ça, aussi notre part de responsabilité. Vous pensez que nous sommes sur ce plateau en toute aise? Vous saviez que vous sortirez d'ici et arriver chez vous, il faut savoir assumer. Le ministre Anguin a donné sa partition de ce qu'il a comme lecture, de ce qu'il pense, des décisions qui sont prises dans des instances politiques. Et il a pris sur lui de dire qu'il ne peut pas travailler dans ces conditions avec celui dont on met au-dessus de lui. En fait, ces histoires devaient rester internes au RDPC. Ah ben, ça a quand même malheureusement, comment est-ce que cela a fait pour se retrouver dehors? Et du coup, monsieur Anguin, que vous connaissez très bien parce que vous avez des relations tellement fortes, mais est-ce que ce n'est pas une erreur communicationnelle? Il y a un certain nombre de choses quand même qui peuvent se gérer dans le parti, c'est-à-dire en interne, mais est-ce qu'elles sont mises notamment sur la place publique, encore que c'était une lettre ouverte, alors pour un haut magistrat de sa trempe, alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il se serait finalement affranchi? Vous qui parliez notamment d'une machine qui arrive à un moment donné à tenir tout le monde quelque part? Vous savez, je suis un peu peiné de comprendre que certains ne voient pas, ne fassent pas la lecture des lectures des réseaux sociaux et de tout ce qui se conforte à travers des communiqués, à travers tout ce qui est communication actuellement pendant la période électorale. Xavier, je peux te dire, ne sois pas surpris que ta fille est à l'internat en Consamba, que vous lui adressez une lettre à laquelle vous lui dites que ma fille, je n'ai pas 10 000 francs demain pour que vous payiez votre nourriture de semaine et que cette lettre se retrouve dans les réseaux sociaux. Vous savez que vous la lui avez donnée en direct. Nous sommes confortés par ce qui se passe, parce qu'il fallait bien s'y attendre. Qu'est-ce qui vous paraît surprenant? Que la lettre d'Anguin se retrouve, du ministre Anguin se retrouve dans les réseaux sociaux? Mais on a vu les budgets américains, les approches stratégiques pour le suivi des individus du Pentagone se retrouver dans les réseaux sociaux. Pourquoi cette évolution? Pourquoi est-ce que vous pensez que nous devions être en marge de ça? Non, moi je ne suis pas surpris. Peut-être que la surprise, elle est contextuelle. Contextuelle parce que les gens pensent que nous devions vivre des confidentialités. Il n'y a pas de confidentialité. Parce que ce que vous et moi on s'est dit dans la confidentialité, je vais aller chez moi, je vais tenir ce langage, je vais dire comme monsieur Xavier Long, c'est mon petit frère. Lui et moi, nous avions parlé de ceci et je m'adresse à mon épouse. Mon épouse va s'adresser. Vous savez comment la communication, ça fuite. Dès que j'ai fini avec mon épouse, dès que j'ai causé avec mon épouse, comme tu as vu mon petit frère, moi, nous ne nous sommes pas entendus sur un sujet, son cousin viendra. Il va dire à son cousin de manière discrète que mon mari avec son petit frère, ça ne marche pas. Merci. Merci aux seniors journalistes. Je crois que là, on va marquer une légère transition parce que nous avons mis au programme deux thématiques. Peut-être que vous chuterez. En 30 secondes. Allez-y, 30 secondes, juste 30. En 30 secondes, je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour appeler à un sursaut patriotique en termes de civisme. Il n'est pas normal que les correspondances administratives se retrouvent dans les réseaux sociaux partout. Déjà, c'est une infraction, la violation des secrets de la correspondance. Et ceux qui mettent ça, parce que celui qui a mis ce courrier dans les réseaux sociaux, c'était pour dire, ah, vous voyez, je vous avais dit que il voulait se passer pour la victime, mais à la fin, c'est lui le bourreau. Donc voilà ce que je voulais dire à cet effet. Merci Maître, rappelons que vous êtes juriste et vous savez justement de quoi vous parlez. Mesdames, Messieurs, la deuxième thématique, on l'aborde juste derrière cette légère transition. De retour sur ce plateau, une minute ou encore quelques secondes qui ont permis à nos panélistes d'avaler une gorgée, notamment du plus bon breuvage, à savoir de l'eau bien traitée. Alors nous revenons pour parler de cette autre thématique. Le 11 avril dernier, sur le trajet Yaoundé-Bertois, un fourgon blindé de la société Contrava, immatriculé LT, il faut le dire, 307 LB, a été
braqués. Alors la scène s'est déroulée à 5 h du matin exactement au village Akumu dans l'arrondissement de Nkolafamba, département de la Mefou et Afamba. Le butin, 700 millions de francs CFA emportés. Et alors justement, vous avez commencé, on commence par vous. Vous avez demandé 30 secondes, maintenant vous en avez pour 4 minutes. Dites-nous, quelle est la lecture que vous faites? Justement, les premiers suspects de ce braquage, on parle des hommes en tenue ou alors d'un homme en tenue, le nommé Yimele Gildas. Bon, déjà, les enquêtes sont en cours et je pense que ça pose un problème fondamental sur le rapport entre la qualité du service que les gens rendent tous les jours et le salaire. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un à qui vous confiez de gérer des milliards, pourtant il vit dans la disette. Et c'était un gendarme qui a été mis en mission. Oui. Je crois qu'il y a des frais de mission conséquents qui ont été payés à ses chefs pour qu'ils se retrouvent dans cette mission. Parce que dans des pays sérieux, la gendarmerie ne fait même pas ce travail. Il y a des security services qui sont en charge de transporter les fonds. Et ce problème qui a eu lieu dans le village Akumu, qui est un problème particulier, provoque un autre problème général. Vous avez des policiers, des gendarmes, des militaires qui sont envoyés pour garder des banques à longueur de journée, dont le pactole, ils ne voient que le pain, la sardine. Il faut pouvoir utiliser rationnellement les hommes pour qu'ils se retrouvent dans des conditions de nature à ne pas commettre ce genre d'actes. Et je profite de vos antennes pour dire que du point de vue sécuritaire, il est urgent d'instaurer un régiment des drones aériens pour surveiller l'espace aérien de notre pays. Parce que voyez-vous, vous avez des coups qui se font ci et là, dans l'extrême nord et autres là, mais il faut chercher le gars à longueur de journée. Et que quand il y a des actes qui sont posés, que les rapports des commissions d'enquête soient rendus publics. Parce que... Là est le véritable problème, parce qu'on dit souvent que les enquêtes sont ouvertes, mais des années ou encore des mois et des années plus tard, on n'en sait que dalle. Et comme on est convaincu notamment de la discontinuité de la mémoire humaine, et on oublie, on passe à autre chose très rapidement. En fait, vous parlez de 700 millions de francs. Monsieur Long, vous pensez que vous pouvez porter à vous seul 700 millions de francs, disparaître dans la nature avec ça, comme ça, sans avoir des complicités à des niveaux très élevés? Que non. Sincèrement, il faut qu'on remette encore au goût du jour le civisme, le sens du travail, le sens de l'intérêt général. Et pour le dire, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui n'a pas accès à un compte crédit logement, qui n'a pas accès à un système de protection sociale, qui n'a accès à rien, qui va dormir dans une chambre et qui garde des millions. C'est un problème. Il faut revaloriser les conditions de vie des Camerounais, payer les frais d'émission des gens à temps, permettre que les avancements soient payés à temps pour qu'on ne se retrouve pas avec ce genre de situation. J'ai connu certains qu'on a eu à défendre dans d'autres circonstances qui sont en prison parce que les bandits étaient venus, ils ont appelé de l'argent. Malheureusement, ça a été mis sur leur compte. Ils ont passé le nombre d'années qu'ils ont passé en prison. C'est inacceptable. Il faut que les sociétés financières prennent des mesures pour prendre des professionnels. Et c'est justement parce que ils ne veulent pas payer les sociétés de sécurité au prix fort qu'on est obligé d'aller voir un chef militaire, un responsable gendarmerie, un responsable de police. On donne 400 000 francs, il va donner l'ordre à l'élément que vas-y rapidement avec 15 000, 10 000. Or, ça ne permet pas d'avancer. Il faudra qu'ils aient des assurances, d'abord sur la personne qui escorte et ensuite sur les fonds. Donc c'est un problème assez fondamental qu'il faut résoudre. Voilà ce que je voulais dire à cet effet. Merci, Maître Tédissé, pour cette brillante lecture. Si on vous entend très bien, peut-être que les conditions de vie, le caractère un peu misérable, précaire de nos hommes en tenue peut être la source ou encore la cause notamment de ces actes. Mais parlant de ces actes, Michel Moussala, vous qui êtes un vieux de la vieille sur le plan journalistique, vous avez tellement couvert d'événements que vous êtes toute une école. Alors dans ce pays, il existait quand même pour ce qui est des corps habillés, ce que l'on appelait évidemment les enquêtes de moralité. Et à la lecture de tout ce qu'on vit ces derniers temps, il semble que ces enquêtes, ce principe d'enquête de moralité a disparu parce qu'il y a des cas qui sont documentés où les anciens bandits deviennent des corps habillés. Est-ce qu'on est là victime notamment de cet échec du système d'enquête de moralité? Xavier, vous posez là un problème fondamental.
Et j'ai une admiration que vous ayez la présence d'esprit de m'aborder dans ce sens parce que j'ai écouté Dieudonné Tidessé. Je crois que ce qu'il a dit, je vais pouvoir tout simplement aussi apporter ma modeste contribution par expérience de journaliste. Il faudrait éviter de faire de l'amalgame. Faire de l'amalgame dans ce sens que les forces de défense ne sont pas le refuge des enfants mal élevés, Ça, c'est vrai. tordus et désespérés. Là, je vais vous dire sur ce plateau, Xavier Long, vous en garderez que dans certains cas, vous en trouverez des enfants de Bengondi et qui sont dans les forces de défense, qui n'appartiennent plus au sexe féminin ou masculin, mais qui sont là, qui sont partis en formation. Vous avez des enfants qui sont dans un quartier reconnu comme étant extrêmement dangereux. Vous et moi, tout le monde ici, nous vivons dans un environnement, disons-nous des vérités. On sait, les voisins savent que, les gens savent que mon enfant est dangereux, mon enfant est un bandit. Mais quand il y a un repli, aucun père n'est venu sacrifier son enfant. Jamais. N'a le courage. Jamais. C'est là, il faut que nous allions sur les éléments basiques d'appréciation. Le gendarme dont vous citiez tout à l'heure, Qui est le principal qui est le suspect principal pour le moment suspect, qui est en ce moment au secrétariat d'État à la gendarmerie. en exploitation. En exploitation. Il croyait que 700 millions, il n'a pas bien planifié son coup. Il y a 4 mois, par là, à UBA, à quoi? Un militaire qui transportait un Chinois avec 280 millions. Un caporal s'en est tiré avec 150 millions. Parce que quand ils sont arrivés, c'était le garde de corps du militaire, Le Chinois. du Chinois. Arrivant à l'entrée de UBA, quoi, le Chinois a d'abord pris le sac de 120 millions. Ils sont allés avec le militaire, ils faisaient tellement confiance parce que ce n'était pas la première opération. Arrivé, le militaire a déposé l'argent. Le Chinois s'est rendu auprès du directeur de la banque. Il a dit au militaire, bon, on va prendre les autres 150 millions, tu viens donner. Le Chinois est monté aller voir les responsables de la banque pour causer, pour des raisons d'opération. Quand le gars est ressorti, les 150 millions qu'il a, il a dit au chauffeur, tourne, c'est moi qui porte l'arme. Le chauffeur s'est exécuté. Les coups de ce genre. Sauf que ici, monsieur Elou, 700 millions, vous connaissez la construction de 700 millions. C'est quand même un sacré parcelle. Je prends 10 millions en lot en billet de 10 000. S'il y avait les 5 000, s'il y avait les 500, s'il y avait les billets de 1000 francs et de 2000, toutes les coupures, 700 millions. Mais il fallait bien que le gars ait des complicités. Le gars n'a pas bien planifié puisque c'est lui-même qui appelle son chef d'unité pour le protéger. Certains ont déjà pris la clé de champ selon mes informations. Vous prenez au-delà de ce qui peut être des effets de surprise du gendarme qui se voit habiter un esprit de quoi qu'il peut faire comme dans les films. Dans les films où on peut le tourner 2 milliards, 3 milliards et partir. Il n'a pas d'hélicoptère, il n'a pas une voiture appropriée, il ne sait pas faire de complicité. Il ne sait pas faire de complicité pour dire que mon gars, à tel niveau, je veux braquer la voiture. Vous partirez chacun de vous avec mes 200 millions. Sachez que moi, je me sacrifie. Je vais sortir par la Guinée équatoriale. Moi, si je prends 500 millions, 300 millions, je peux te dire, Xavier Long, je ne pars nulle part. Je vis ici avec toi. Je loue une maison ici. Le jour où on me prend, je sais que la suite, je serai géré. Vous n'êtes pas en train de donner des conseils dans ce sens? Non, pas du tout. Oui. Je veux dire tout simplement que j'ai commencé par là. Et vous l'aviez évoqué, vous l'aviez évoqué en disant que l'examen de moralité. Et c'est par ça que j'ai commencé. Et
Xavier, nous le savions tous. Moi, je connais des gars qui ont... Et ça, c'est... Si vous voulez, je connais des gars qui étaient des braqueurs. Je suis né à Bonadibon. Je suis né à Bonadibon. J'ai fait toutes mes études. Nous connaissons tous les gars qui étaient de mauvais grains. Aujourd'hui, se retrouvent dans le corps de la police, de l'armée. Vous croyez que celui-là, je peux lui accorder quel crédit? Bon, au-delà de ça, prenez les enfants, les neveux, les frères de ceux qui pensent que c'est dans l'armée qu'on redresse. On ne redresse pas dans l'armée. Monsieur Long, l'examen de moralité est devenu une affaire qui ne concerne qu'une partie d'individus. Si vous, on veut vous recruter, on va se rendre dans le Mungo, on va chercher ton village, on va chercher à savoir, on va venir demander, mais Moussala là, c'est qui? Cette interrogation en 2 minutes, est-ce que les services tient compte? Mais pourquoi ça a cessé, Michel Michaud-Moussala? C'est pas moi à vous dire pourquoi ça a cessé. Ça a cessé parce que ça sert certains intérêts, monsieur Elo. Ça sert ceux qui pensent que si vous approfondissiez, si vous mettez sur vous de chercher que Dieudonné est un mauvais garçon ou Moussala est un mauvais garçon, vous le saurez dans les minutes qui suivent et ça ne vous ferait pas avancer, votre dossier serait écarté. Aujourd'hui, mais prenez la recrudescence de la propension du banditisme dans les quartiers. Xavier, nous vivons tous dans les quartiers. Moi, quand j'arrive à Bonadibon, je connais tous les chambriers. Je connais tous ceux qui sont des dealers. Alors, je vous parle sur votre télévision. Si vous connaissez, pourquoi vous ne les dénoncez pas? Non, quand tu les dénonces, l'homme. Il y a des adeptes de ceux des gens qui protègent ceux-là. Vous avez même le courage. Moi, j'ai le courage de dire que à Bonadibon, aujourd'hui, après que le commandant de Légion, le nouveau commandant de Légion, ait bousculé les tendances du quartier Makia pour dire que non, c'était là-bas le lieu de convergence des chambriers, c'est maintenant Bonadibon. Hein. Si vous arrivez à Bonadibon, les vendeurs de drogue, les dealers, comme on les appelle, sont du côté de Goudotel. Parce que le nouveau commandant de Légion a décidé de mener une guerre féroce contre le trafic de drogue. Mais comment vous allez lutter avec le trafic de drogue quand on a légalisé le banga en Europe? C'est une chute. Il faut toujours se poser la question de savoir, Xavier, nous avions un problème. Il me souvient, le coût de 700 millions. Si le gars avait planifié son coût, on n'en serait pas en train de débattre. Parlant justement de planification, Michel Michaud-Moussala, selon les déclarations du chauffeur qui a justement été lui également arrêté, qui donne une version des faits comme quoi, lorsqu'ils se sont arrêtés au niveau de Akumu pour une pause de pipi, et c'est pendant qu'il y était qu'il a été arrêté par des personnes qui sont sorties de nulle part. La question qui reste, qui est quand même fondamentale, Dieudonné Téli, c'est comment au moment où le véhicule s'arrête, des personnes sortent de la brousse à ce moment précis-là. Est-ce que ça ne laisse pas émaner des odeurs d'une complicité et puis d'un mensonge mal maquillé quand même? Je voudrais bien prendre une minute sur que je réponde, que je fasse une approche. Quand j'ai dit tantôt que ça n'a pas été bien planifié, parce que le gars n'a pas fait des évaluations monétaires qui étaient dans la voiture. Mon frère, s'il y avait les billets de 500, les coupures de 500 à 100 millions, vous pouvez porter. Donc, ceux qui sont venus n'avaient pas l'état de planification de ce que la voiture contenait. Autre chose, M. Xavier Long, il faut rentrer dans la méthodologie des assureurs. Comment ça se passe? 24 heures avant le transport de fonds. Les intervenants ne doivent pas être connus. Il y a eu le temps de recouper auprès des assureurs. Les assureurs n'assurent pas une voiture qui transporte les fonds où 24 heures avant, on sait déjà le genre de personne.
C'est-à-dire que ça doit être des effets de surprise. C'est-à-dire qu'on vient dire que c'est long et était à moins quelques heures, à moins une heure, hein, qu'ils accompagnent le véhicule. C'est question de ne pas... Oui, tout à fait. Permettre que s'élaborent des Comment plans. expliquer que ce gars n'a pas été dans sa première opération? Comment expliquer que ce gars, c'est normal, qu'à un niveau, il savait qu'il quittait d'un point à un autre, qu'il ait pris attache avec des gens, c'était pour répondre À la question. à votre préoccupation. On est d'accord là-dessus, Oui. que vous verrez que pourquoi ce gars s'est retrouvé à plusieurs opérations de transport d'argent? Comment s'est-il retrouvé? C'était pas sa première opération, c'était pas la deuxième. C'était dans le souci de répondre Merci, et d'éclairer notre téléspectateur. Michel Michaud-Moussala. Mais la question, elle reste quand même, Maître Dieudonné Tédissé, comment expliquer justement qu'au même moment où le véhicule se gare, que les gens sortent de la brousse, est-ce qu'ils avaient, comme quelqu'un dirait, une sorte d'instrument qui leur permettait de filer la voiture, ou alors tout simplement on savait exactement qu'à tel endroit, à tel moment, on devait s'arrêter et c'était le moment de l'action? Enfin, c'est de l'amateurisme. Ils ont tellement vu les films? L'amateurisme, d'abord, de la banque, de la société en charge du transport des fonds, des assureurs. Vous savez, transporter de l'argent d'un point alpha à un point bêta, c'est comme escorter un président en oblique. L'itinéraire, les postes d'arrêt, les postes critiques sur la voie sont détenus par 2 ou 3 personnes. Et lorsqu'on vous met sur le convoi, l'information de l'heure du départ, vous ne maîtrisez pas. Parfois même la destination finale, on vous communique au fur et à mesure que le trajet Avance. avance. C'est pourquoi vous allez voir parfois qu'à Yaoundé, on a barré les routes qu'il va passer, il passe par autre Et puis, moyen. il y a aussi l'horaire, 5 heures du matin. Est-ce que c'était pas déjà, vous parliez d'amateurisme, laisser l'argent circuler à 5 heures du matin, c'est pas un gros risque? En fait de situation, il faut copier les bons exemples. Je ne sais pas si quand les bons exemples sont là, on peut copier. Vous savez, L'archaïsme de transport d'argent, Xavier, vous avez vu dans quel pays où on transporte les fonds? Derrière, devant, il y a 2 Land Cruiser qui ont les gyrophares. Au milieu, il y a une voiture comme celle que vous présentez sur l'écran, une voiture blindée. Et derrière, 3 voitures qui portent des fonds et qui vous disent qu'ils transportent les fonds de l'aéroport de Douala pour Bonapriso à la Biac, où ça klaxonne dans tous les sens pour dire que nous transportons les fonds. La discrétion, l'argent n'aime pas le bruit. en fait de situation, c'est l'amateurisme. Normalement, Allez ailleurs. les banques, vous savez, vous pouvez trouver un camion qui a les bananes, les cartons de bananes, mais qui renferme beaucoup. Ça ne fait pas de bruit. En plus, le drone ne coûte pas cher. On aurait pu acheter un drone qui évalue le trajet au fur et à mesure. Et un autre point particulier, les banques camerounaises sont paresseuses. Qu'elles m'excusent. En temps normal, des montants d'un certain genre, c'est la banque qui a son service spécialisé. Mais comme les gens ont les sous-traitants, ou ils ont les rétrocommissions dans les factures, on préfère prendre le sous-traitant de cousin de Y. Tout à l'heure, il a évoqué un point particulier sur la moralité des soldats. Nous envisageons d'instaurer le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. Sauf que, sur ce point particulier, il y a un certain nombre de personnalités qui pensent que le recrutement des cousins, cousines, neveux garantit leur stabilité pour protéger le nombre de milliards qu'ils ont déjà détournés de gauche à droite en cas de difficulté. Donc aujourd'hui, pour résoudre ce problème de façon définitive... René, dis-moi, Xavier, le problème des braquages des fonds au Cameroun ne date qu'il y a moins de 10 ans. La République n'existe pas il y a 10 ans. Comment est-ce que ça se passait avant? Alors, on note là une sorte de détérioration de la moralité chez les Camerounais, finalement. Ce n'est pas une détérioration de la moralité, c'est que les gens préparent. Vous avez suivi, heureusement, j'ai eu comme l'impression que vous avez travaillé les 2 thèmes. Alors, parce que justement, la question qui devait suivre, à laquelle vous devez forcément avoir à répondre, 700 millions qui sont détournés pratiquement à la veille d'une élection. Une telle somme qui se retrouve dans un cartel, est-ce que ça ne peut pas faire mouche, entre guillemets? Monsieur Hello, vous voyez seulement 700 millions de francs détournés par le menu fretin.
Entre-temps, il y a d'autres spécialistes de détournement qui perçoivent les 5 millions, les 10 millions pour les concours, examens partout. Et qui en amassent. On est dans une phase critique de l'histoire du Cameroun. Raison pour laquelle l'État du Cameroun et les services de sécurité doivent prendre de la mesure pour évaluer quels sont les montants d'argent que les gens gardent dans les cantines, dans les maisons, et à quel dessin. On se plaint de la crise économique, de la dureté de la vie. Or, entre-temps, l'argent de corruption des concours examens, où les enfants vous disent que vraiment, président, si vous avez le réseau, montrez-moi, il faut assainir le climat. Il parlait de l'enquête de moralité tout à l'heure. Comment allez-vous faire l'enquête de moralité lorsque, au moment de recrutement, il y a un petit bachiche qui est passé en dessous ou que celui qui vous recrute avait été recruté par un oncle vers qui il est redevable? D'où l'urgence que, pour éviter ce genre de situation, publier les résultats des examens et concours par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué dans la presse. Ça va faire que le jour où on va voir le nom du doyen M. Moussala, qui avait eu 4 de moyenne, lors des examens recrutés et être chef, chacun va s'interroger sur la crédibilité. Donc, c'est le système de recrutement dans la fonction publique et dans le secteur privé qui pose problème. D'ailleurs, observez qu'aller dans une grande entreprise, je ne vais pas faire de publicité inutile ici, il y a des entreprises comme la SNH, la CHPC et autres grandes CMPS. Quand on recrute d'abord... Sans publicité, vous l'avez dit. Oui, justement. vous êtes au courant? Quand on recrute d'abord, vous êtes au courant? On recrute par cooptation, on recrute par concubinage incestueux en fonction de vos relations. Et le résultat, c'est cette incompétence qui déteint sur le commun des Camerounais. Merci. Alors, on sort par là de l'argent qui est détourné à l'approche d'une élection. Est-ce qu'on peut voir le lien Michel Michaud-Moussala? Parce qu'on dit qu'avec l'argent, on peut entretenir des bandes et justement faire des réclamations qui pourraient mettre à mal tout un État. On peut faire défiler 100 000 personnes. Voilà. Xavier, comme nous l'avions dit à l'entame, c'est un problème de procédure. C'est vrai qu'on n'a plus qu'une seule minute parce qu'on va sortir. Donc, on n'a pas volé. Le gendarme qui a pris l'argent sait sur quoi il tenait. C'est une histoire qui va nous enfariner les yeux pour aujourd'hui jusqu'à 2 semaines. Hein? Bon, l'argent n'a pas été récupéré entièrement, selon mes informations. Tout à fait. On prétend dire qu'une quantité est partie. Oui. Merci beaucoup. Cette quantité va pouvoir servir à la libération ou à l'entretien du jeune gendarme qui est donné l'opportunité à ce qu'on parte avec 200 ou 300 millions et les 400 qui sont retirés et qui sont gardés par nos autorités. Dieu sait si les scellés de cet argent vont arriver aussi au complet auprès du juge. Hein? Parce que c'est le vrai argent. C'est là même le problème maintenant. Le problème n'est plus celui qui l'a pris ou celui qui l'a braqué. L'argent, ce seront les échelons et les échelles que l'argent aura traversé pour arriver chez qui le droit. Michel Michaud-Moussala, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous avez pris de votre temps en un jour de Pâques. On peut comprendre toute la difficulté qui tournait autour de cette émission, mais vous nous avez honorés en étant là, au-delà notamment de tout le festin que l'on a un peu de partout. À vous également, nous vous disons infiniment merci, Président, parce que là, c'est un grand coup que vous avez ainsi frappé, partant de Yaoundé, pour être là avec nous, malgré les difficultés que vous avez retrouvées sur la route. On souhaite justement qu'avec vous, peut-être, je ne sais pas à quel horizon, mais que les choses changent dans le sens souhaité par vous. Ça va aller, et je profite pour vous dire qu'au lieu d'avoir de l'argent qu'on vole partout, il faut sortir du franc CFA. Merci beaucoup. Ce sera l'occasion d'un autre débat, d'un autre numéro de Accent 237 qui s'achève en ce moment. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris 1h30 de votre temps pour nous écouter. On a la faiblesse de croire que bien d'éléments ajoutés ou encore abordés ici auront servi à nos pouvoirs publics et qu'ils prendront justement la mesure de la chose, si tant il est, que nous vivons de plus en plus une sorte de décrépitude morale. À qui ou encore à quand le prochain braquage d'un blindé? Tenons-nous tranquilles et justement observons la société en prenant toutes les dispositions dans l'espoir que ce type de fait ne se reproduira plus. Merci de nous avoir écoutés. Dimanche, c'est un autre jour. À dimanche.